Nostra. Twitter, comme d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, et tous les réseaux sociaux, sont toujours sur cette ligne de crête entre la liberté d'expression et le respect de la réalité des faits, avec un libertarien comme Musk à la tête. Je pense que ça va être la libération complète, et la liberté d'expression, elle a un cadre qui est celui justement du respect de l'autre, de la non-incitation à la haine et autres, et je ne pense pas que ces limites restent longtemps en place avec Musk à la tête. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, pastille d'actu pour le mois d'avril 2022 que j'ai le plaisir de partager avec Virginie Clèves. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore dans les médias, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, mais je le redis, tu es donc une experte en stratégie digitale dans les médias particulièrement. T'es passé dans les médias, donc tu as basculé de l'autre côté il y a quelques années où tu proposes tes services dans les médias, notamment sur le SEO, les abonnements, tout ce qui est un peu stratégie. Je t'ai bien présenté en quelques mots? Bah écoute, oui, c'est à peu près ça. Je fais aussi du produit. Bon, Ça dont on vient parle beaucoup. finalement avec le reste. Exactement, et donc merci d'avoir encore une fois accepté cette invitation pour cette pastille d'actu. Alors au menu du jour, il y a quand même un programme pas mal chargé. On va parler de, j'annonce les titres de Quartz qui lève son paywall et donc qui interroge un peu sur le modèle du paywall, la gueule de bois du stream avec les mauvais chiffres annoncés de Netflix et la fin de CNN+. Évidemment, en consolidation, rachat, il y a eu quelques mouvements importants. Le dernier en date qui vient de tomber hier soir, le rachat de Twitter par Elon Musk, mais aussi dans les médias français, un peu de mouvement du côté de chez Altice, du côté de chez Reworld. On parlera un peu de Snapchat qui maintient sa bonne place, sa bonne santé malgré tout. Et on parlera, pour finir, un peu de la ad-tech qui a l'air de ralentir. Voilà pour ce programme bien chargé. On y va tout de suite avec Quartz qui a décidé de lever son paywall. Alors c'est vrai que c'est peut-être à contre-courant de ce qu'on voit ces derniers mois, dernières années, où on sent un mouvement de fond, tous les médias mettent en place des paywalls, généralement avec un peu de succès. Là, Quartz se livre de manière assez transparente, lève son paywall, ça fonctionne pas. Alors malgré un nombre d'abonnés qui était quand même honorable, 25 000 abonnés payants, ils ont décidé de le lever puisque, alors pour plusieurs raisons. D'abord, avant peut-être qu'on entre dans le détail, qu'est-ce que ça, quand tu as vu tomber cette news, ça te paraît logique, ça a été étonnant? Ben, je pense quand même qu'il y a certains médias qui sont un peu originaux, et qui du coup ne sont pas forcément adaptés aux solutions finalement de tout le monde. C'est aussi le cas pour Mediapart. Tu vois, je pense que le modèle de souscription de Mediapart, il est quand même assez difficilement réplicable, en tout cas par assez peu de sites. Et je pense que pour Quartz, c'est un peu la même chose. Alors, il faut pas se tromper, ils lèvent le paywall, mais ils lèvent pas la monétisation, puisque en fait, ils vont remplacer ça par des abonnements sur des sujets spécifiques. J'ai vu par exemple qu'ils ont le Quartz Africa qui coûte $10 par mois. Ouais. Donc comment dire, ils abandonnent le paywall, on va dire, pour l'ensemble des utilisateurs qui viennent qu'une fois de temps en temps, et qui finalement ne convertiront pas en abonnés, mais ils gardent une logique de monétisation par abonnement pour des gens qui sont avec une stickiness beaucoup plus importante. Donc je pense que ça modère quand même un petit peu l'annonce. Et puis ils ont un modèle que tout le monde peut pas avoir puisqu'ils font aussi des événements. J'ai lu aussi qu'ils lançaient, ou ils avaient lancé, parce que ça j'ai pas vu, des newsletters premium. Bon, Ouais, alors effectivement, il y pareil. aura des newsletters qui seront peut-être réservés aux abonnés, mais globalement, ça
ça devient gratuit. Alors peut-être certaines verticales, tu le dis, comme, sur l'Afrique, mais ça vient sur un modèle un peu à la Guardian. C'est-à-dire que le contenu est gratuit et tu peux monétiser et tu as quelques avantages, comme le Guardian d'ailleurs quand tu es abonné, mais c'est plus un abonnement de soutien. C'est ce qu'il disait en fait, hein, c'est que sur les 25 000, ils avaient beaucoup d'abonnés qui étaient même des fantômes, hein, qui donc, après enquête lecteur, disaient qu'ils en fait, ils soutiennent Quartz parce en tant que média, mais ils ne se sont pas abonnés parce que le contenu est indispensable et ils veulent y venir, quotidiennement de manière ou chaque semaine et cetera. Donc en fait, voilà, tu réalises que certaines personnes soutiennent un média, mais tu as pas besoin pour autant de mettre tes contenus derrière le paywall. Oui, tout à fait, mais cette love money, c'est ce que je disais au début, c'est pas éligible à tous les sites. Tous les sites sont pas susceptibles de générer de la love money. En France, on a les jours aussi qui en sont susceptibles. Oui. Ils ont fait plusieurs fois des appels justement à financement parce qu'ils avaient des difficultés. Et bah, moi-même, j'ai joué le jeu aussi à ce moment-là pour les et soutenir parce que je trouve que le média est magnifique et le produit aussi est particulièrement bluffant. Enfin, moi, en tout cas, ouais, en les audiovisuel, jours, c'est l'un des médias que je préfère. ouais, je lance une invitation d'ailleurs, si les jours veulent venir faire un épisode, ce serait avec grand plaisir parce qu'effectivement ça reste bluffant et c'est un très bon produit. Sur le paywall, je reviens, effectivement, je disais, est-ce que c'est, peut-être pas la fin du paywall, hein, c'est un titre dramatique évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que, globalement, les gens ne prennent pas plus de 2 abonnements. On le sait que c'est la moyenne, donc entre un Netflix, un Spotify, Bah oui. alors là, en l'occurrence, un quartz, ce qui est sûr, c'est que c'est assez simple et il y a plus de 90 des gens qui, même s'ils aiment un contenu, ne s'abonneront pas. Donc, est-ce que tu Oui, c'est disais ça? vrai. Les médias aujourd'hui sont en concurrence en termes d'abonnement, en fait, avec des choses qui, au départ, n'avaient rien à voir avec eux en termes d'univers de concurrence, mais c'est le cas. Effectivement, aujourd'hui, un titre de presse, qui soit papier ou pure player, est en concurrence avec Netflix, Disney+, et même avec un abonnement musical à Spotify, qui lui aussi, en plus, propose de l'actualité aujourd'hui via des podcasts. On est Exactement. dans un monde de médias, finalement, déverticalisé. C'est ça, Que tu de fasses du son, du texte ou de l'image, tu es en concurrence avec l'ensemble de l'écosystème. Et non seulement c'est les 3 médias radio, télé, presse qui se sont mixés, mais en plus c'est international. Exactement et donc c'est pas évident de tirer son épingle du jeu et voilà, je trouvais ce signal quand même assez intéressant, alors tu l'as dit, Quartz, c'est un peu particulier, mais se dire voilà, est-ce que tous les médias sont appelés à réussir, sur un modèle d'abonnement payant? Hem, De j'en l'abonnement, j'en j pourquoi pas, du paywall, pas forcément. En fait, je pense que Oui, chacun doit trouver son mix marketing. Là, on en revient quand même aux bons vieux fondamentaux du marketing produit à l'ancienne, avant le numérique, mais que finalement les médias connaissent assez peu, sauf dans leurs services abonnements, mais qui étaient quand même très à part finalement des rédactions, du chemin de fer, de la maquette et tout ça, alors qu'aujourd'hui c'est devenu complètement au cœur. Donc c'est ce qui change. Mais ils ont ce modèle hybride qu'ils ont construit, donc effectivement plus de paywall, mais de l'abonnement, mais des newsletters payantes, mais aussi de la publicité, mais aussi du sponsoring, mais aussi des événements. Et donc je pense que chaque média doit réfléchir par rapport à qui il est, à ce qu'il peut activer comme levier de monétisation et les mixer avec des pourcentages qui, à mon sens, doivent varier d'un titre à l'autre. voilà et qui doivent être testés, en fait, tout simplement. Où tu mets ton curseur, voilà, tu parles de C'est vrai. pourcentage, je crois que c'est exactement ça. Voilà, en tout cas, assez intéressant de voir ça après ces années. Quartz, quand même, Je ils sont voulais quand quand même même souvent dire regardés. 2 petites choses pour Je finir t'en sur prie. Quartz. La 1re, c'est que du coup, en levant le paywall, ils récupèrent du SEO, ce qui va leur permettre aussi de se faire connaître mieux par des nouveaux lecteurs et donc peut-être aussi d'activer de nouveau du levier love money ou de levier de monétisation pour leurs produits spécifiques. Donc je pense que ça peut leur être bénéfique, que leur paywall leur a fait perdre énormément d'argent par rapport à avant, Tu quand veux ils dire en étaient uniquement termes financés par la pub. oui, forcément, Ils ont parce que perdu beaucoup ils ont perdu beaucoup de revenus, donc du coup, on est aussi sur une décision qui est pragmatique. ouais. Et enfin, quand même, il y a quelque chose d'assez cruel, c'est que la rédaction a quand même été divisée par 2 dans la bataille.
et que donc là, ils changent de levier de monétisation, mais c'est quand même parce qu'il y a un peu le feu, qu'ils ont perdu beaucoup de sous et qu'ils ont été obligés de tailler très violemment dans les effectifs. Et donc voilà, c'est un très bon site. Là aussi, en termes de produits, ils ont énormément changé la donne, ils ont inspiré Ah, beaucoup ça a de été monde un game partout dans le changer. monde. On en parle encore aujourd'hui, de Quartz. Les gens Tout veulent à fait. encore faire du Quartz-like, hein. C'est clair. Alors après, bon, voilà. Encore une fois, c'est pareil, chacun doit adopter son propre. Trouver, non, Mm, exactement. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, moi, je leur souhaite du succès parce que, à titre personnel, c'est un média que j'apprécie. Ouais, mais tu as raison de souligner, c'est quand même un échec de cette stratégie, un revirement, et on espère que l'histoire sera belle et que ça reviendra effectivement par le SEO, par le volume. En tout cas, on y gagnera tous à pouvoir retrouver ces bons contenus. 2e gros sujet, la gueule de bois du stream, comme je le titrais, 2 news qui justifient un peu ce titre. Déjà, la fin de CNN+. J'ai l'impression que j'en parlais à la précédente pastille actu, le lancement de Ouais, c'est CNN+, dingue. le flop. Donc ça fermera le 30 avril prochain. Je pense quasiment à la sortie de cette pastille, un mois à peine après son lancement, le 29 mars. Alors c'est évidemment un flop embarrassant, hein, puisqu'ils n'ont même pas réussi à attirer 10 000 téléspectateurs par jour, ce qui est rien du tout vu les ambitions. Comment t'expliques ça, Virginie? Comment une plateforme comme CNN, je veux dire, avec les moyens qu'ils y ont mis, hein, peut à ce point se planter? Alors après, les États-Unis, c'est pas tout à fait comme la France, hein. On dit toujours que par rapport à l'Europe, il y a à peu près 3 ans d'écart. Donc on verra aussi ce que ça donne dans 3 ans. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que les jeunes, et là on l'a vu assez violemment avec la présidentielle, se désintéressent quand même pas mal des médias traditionnels. Donc est-ce que CNN, c'est pas le média à papa dont on n'a pas forcément envie quand on est jeune? Est-ce que cette habitude de s'informer par les réseaux sociaux, elle est beaucoup plus présente aux États-Unis qu'en Europe et en France? Est-ce que ça aussi c'est l'un des critères? Mais c'est vrai que là, je reprends ce que j'ai noté. Du coup, ils ont fait 20 000 téléchargements le jour du lancement de l'application, alors que Disney Plus avait été téléchargé 3,2 millions de fois le jour de sa mise en ligne en 2019. Ouais, donc Donc 3,2 millions, 20 000. Donc en fait, ils ont fait quand même un lancement fort, mais il n'y avait pas cette attente. Disney Plus, bon, c'est vrai qu'ils avaient fait beaucoup de marketing en amont, beaucoup fait monter la sauce avec toutes leurs annonces de ce qu'ils allaient faire, etc. Donc tout le monde attendait de voir ce que ça allait donner. Et puis bon, bah c'est Disney, quoi. Oui, C'est c'est une vraiment un incontournable. franchise, c'est du contenu, c'est des univers, C'est c'est ça. mondial. Je veux dire, bon, effectivement, c'est mondial. Tu vois, CNN, c'est quand même très américain, c'est très news. Mais bon, quand tu vois les moyens, donc j'ai vu un article de Forbes qui parlait d'un budget de 300 millions de dollars engagés. Oui, moi j'ai Euh, même lu que ça avait été porté à 1 milliard, hein. Alors donc, je ne sais pas si ce milliard a été entièrement dépensé, mais effectivement, c'est des chiffres qui qui sont sont pas assez francophones. non, qui sont fous, exactement. Et donc sachant que les chiffres d'après ce mois de lancement, c'était 150 000 abonnés payants avec un abonnement de démarrage de 3 $ par mois. Ça fait 500 000 environ, dollars par mois, soit 6 millions. Bon, donc tu mets les 300 millions, voire 1 milliard, en tout cas, plusieurs centaines de millions de dollars d'engagés face à 6 millions de recettes. Voilà, ils ont décidé de couper l'hémorragie, mais quel flop, quoi. Quelle rapidité, ça avait Il y a forcément il fait y a 2 penser. choses. Il y a la stratégie d'entreprise, il y a eu un rachat quand même entre-temps, donc je pense que la stratégie d'entreprise, elle a changé, et puis il y a ces mauvais résultats et effectivement, comme tu l'as dit, ils ont fait quand même une campagne marketing de malade pour le lancement du produit. Donc quand tu as fait un bon lancement, que tu as mis beaucoup d'argent dans ton produit et que tu n'y arrives pas, c'est sûr que les perspectives, elles sont quand même très, très mauvaises. La raison qui a été invoquée, c'est, que les consommateurs veulent un service tout compris et qu'en gros, un CNN+ qui serait à l'intérieur, je sais pas, d'un Netflix ou d'un Amazon Prime, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, pourrait avoir du succès, mais que ça ne peut pas avoir de succès en standalone. Et effectivement, alors Salto en France, finalement on peut faire un peu le même constat quand même. Ouais, C'est quand même si c'est pas aussi retentissant, puisque aussi les investissements ne sont pas quand même les mêmes,
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde en croissance facile. D'ailleurs, on va parler après de Netflix, mais c'est un peu la même chose. Dès l'instant où c'est devenu difficile d'acquérir des nouveaux utilisateurs, forcément pour un nouvel entrant, même avec, des sommes pareilles, eh ben, ça devient compliqué et d'ailleurs, HBO Max va disparaître, enfin en tout cas va fusionner avec Discovery alors que HBO Max, c'est quand même, pareil, un très bon service de streaming. Alors c'est vrai qu'en France on le connaît pas, mais enfin c'est quand même un mastodonte aussi, hein, Ouais. qui pendant longtemps a tenu la compétition quand même avec Netflix avant de se faire complètement dépasser. Et aujourd'hui, ils sont eux aussi dans la concentration. Donc, je... est-ce que la meilleure des raisons pour ce flop, c'est time to market, c'est-à-dire trop tard? Peut-être, peut-être. Alors après, tu vois, j'avais revu cette initiative, il y a 2 ans, Qibli, qui a été lancée par des anciens de Disney sur une plateforme donc, de VOD pour sur les courts formats, hein, 5 à 10 minutes. Je retournais voir, ils avaient levé 1,75 milliard de dollars. Ils ont tenu 6 mois. Donc, Et déjà il y a revendu 2 avec. ans. Ouais, exactement. Donc, très compliqué, effectivement, tu parles de ce time to market. Ça fait aussi écho quand même au premier point, les gens ne vont pas s'abonner à 3-4 plateformes. Souvent on dit qu'il y en a une principale, une, un peu accessoire et cetera. Clairement, bon là sur les grosses plateformes, c'était, Netflix et puis les gens prenaient à côté un Prime ou un Disney. Donc pour C'est les plus Disney petits, aujourd'hui, hein, enfin en tout cas si tu as des voilà. enfants, Disney Alors c'est exactement, indispensable, tu peux pas faire autrement. c'est la transition sur le point, toujours sur voilà, l'action de Netflix qui a dévissé. Ils ont annoncé 200 000 abonnés en moins sur le premier trimestre 2022, donc c'est pas une baisse de la croissance, là, c'est une perte sèche d'abonnés. Prévision de perte de 2 millions sur le deuxième trimestre, donc une accélération de cette perte. Ils ont perdu un tiers de la valorisation, donc l'action a perdu un tiers de sa valeur en bourse. Hem, c'est un peu catastrophique chez Netflix là. Alors ils ont expliqué quand même, tenté de tenir un peu que, bon, en fermant la Russie, ils perdaient quelques centaines de milliers d'abonnés. Bon, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Bah, ils en ont quand même perdu, selon eux, 700 000 et je pense que ça me semble crédible. Mais effectivement, derrière, bah, c'est difficile et on parlait de Disney+ jusqu'avant, mais juste avant, si tu as des enfants et que tu as des problèmes un petit peu à boucler le fin de mois, et là, enfin, on voit bien tout. Enfin, il y a bien, aujourd'hui, tout le monde cherche un peu à la dépense. Il y a beaucoup de hausse des factures d'énergie, ça échappe à personne. Ouais, Du coup, tu vas aller chercher quelles sont les dépenses non contraintes qui sont un peu du nice to have et puis tu vas voir ce que tu peux couper, au moins le temps que ça aille mieux. Et ouais. dans cette liste, il y a forcément Netflix, puisque quand tu as des enfants, tu vas aller, surtout si tu es obligé de rogner sur les loisirs, tu veux vouloir faire plaisir à tes enfants, et donc tu vas leur laisser le Disney+, et toi, tu vas te priver en coupant Netflix. À mon avis, c'est quand même l'une des raisons qui explique aujourd'hui que c'est difficile. Et puis de l'autre côté, quand même, il y a une course à l'armement, c'est-à-dire que les autres plateformes, elles aussi, font de mieux en mieux. Et c'est Ouais, vrai qu'Amazon investissent Prime, bon, massivement sur les contenus. voilà. Et il y a une hausse de la qualité, parce qu'il y a quelque temps, quand même, leur catalogue, il était assez nul. D'ailleurs, exactement comme Netflix au début, hein, il faut quand même le dire. Ouais, Démarrer, c'est toujours difficile. Tu vois, c'est pour ça que CNN démarrer aujourd'hui, tu quand même pas beaucoup de temps pour t'installer. Donc, moi, je pense quand même que ça va remonter. J'avais lu il y a déjà un petit moment qu'il suffisait à Netflix un ou deux succès par an à la Squid Game pour assurer une très bonne rentabilité. Donc, évidemment, il faut arriver à refaire un Squid Game, certes, mais ils le font assez régulièrement. Avant, il y a eu la Casa des Papel et avant il y a encore eu autre chose. Lupin, il y a eu Voilà, Arcane, ouais, donc exactement, mais avec le côté difficile à prévoir. Ce qu'on se disait, c'est que c'est vrai. quand tu lis un peu l'histoire de Squid Game, il y a un coup de chance quelque part où c'est très, très dur de prévoir. Mais bon, ils investissent tellement aussi dans les productions que forcément sur le lot, il y en a une qui doit marcher, il doit y avoir aussi un truc un peu statistique, Ils donc c'est arrosent le à mort, ça c'est ils sûr. arrosent à mort. Ça continue, mais ils n'ont pas les poches aussi profondes qu'un Apple, qu'un Amazon, donc et là, tu vois, avec forcément des mauvais résultats en bourse, faut Bah, réussir Apple des fait coups, pas quoi. très très bien quand même, hein. Apple, eux, ils sont pas du tout dans cette logique d'arrosage, ils sont dans une logique complètement différente qui est celle d'avoir quelques productions ultra qualitatives, triées sur le volet. Le catalogue est très petit, hein, quand Ouais. même. Donc ils ont quelques bonnes séries, mais enfin c'est quand même pas dingue. Et enfin, moi je me pose la question, je pense qu'en stand-alone ça serait pas suffisant, c'est-à-dire que ça marche pour eux parce que c'est dans le cadre d'un ensemble de bouquets de services que ça peut Ouais, un devenir intéressant. bundle que tu as en achetant un iPad et Mais cetera, mais tu as raison, ça peut pas être ta plateforme principale de ah non. VOD.
c'est pas Mmh. suffisant. Mais moi, je pense quand même que Netflix Netflix va rebondir, hein. Et alors écoute, j'ai des actions, donc j'ai pris le bouillon comme tous ceux qui en avaient, mais j'ai pas c'est l'intention l de les vendre pour l'instant. c'est Je les ai peut-être le achetés quand moment c'était déjà d'acheter. assez bas, mais oui, je pense que c'est tout à fait le moment d'acheter, tout à fait. Investisseurs, nos bons Voilà. conseils de nous qui ne sommes pas du tout des financiers, mais Non, non, exactement, ça c'est pas un conseil d'ailleurs. Ils ont quand même envisagé des solutions, pour contrer quelque part cette méforme, donc la lutte contre le partage de mots de passe, hein, c'est un peu leur grand dada. Ils ont dit, voilà, ils veulent siffler un peu la fin de la récré, parce qu'aujourd'hui, les gens se partagent les mots de passe en famille, entre amis, Hem et donc voilà, ça, ils veulent peut-être un peu mieux le contrôler pour que les gens, passent à la caisse à un moment donné. Et puis surtout, ils ont annoncé, tu vas me dire ce que tu en penses, alors là, c'est vrai, c'était presque un tabou ils y vont, ils ouvrent la boîte. C'est le lancement d'une offre gratuite avec de la publicité. Voilà, donc c'est à l'inverse un peu de tout ce qu'on aurait pu penser sur un Netflix, hein, ou qui est un produit assez léché, où tu payes et cetera. Est-ce que tu penses que ce sont des bonnes directions, que ça peut changer la donne, à la fois sur les mots de passe et sur le modèle gratuit? non, c'est vrai que sur le modèle gratuit, ils avaient dit qu'ils ne le feraient jamais, hein, la Mmh. publicité. Et je crois que le patron a dit récemment qu'en gros, en gros, je caricature, mais qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et Donc c'est qu'effectivement, le Covid est passé par là. Alors, il faut quand même dire aussi que Netflix, ils ont eu une croissance fulgurante avec la pandémie. Donc aujourd'hui, ils ont effectivement un peu la gueule de bois avec tous ces abonnés dont beaucoup se désabonnent. D'ailleurs, c'est exactement la même chose aussi pour les titres de presse, hein, qui ont eu exactement le même phénomène avec la pandémie. Donc il y a ouais. ça aussi quand même, il faut pas oublier. Et du coup, ça a forcément du poids sur l'action qui baisse. Euh, Écoute, sur la lutte contre le partage de mots de passe, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le partage intrafamilial qui se fait, et puis il y a aussi quand même des sites qui se sont créés, des Le Bon Coin de je partage mon accès à mon compte streaming, c'est valable pour Netflix, mais c'est valable pour Canal. D'ailleurs, ils s'en amusent aussi, hein, avec leur Ouais, publicité sur sur leur les codes Canal. publicité, sur le partage des codes. Voilà. Quand c'est familial, c'est une chose. Quand ça devient finalement un business, que tu partages tes comptes avec des gens que tu connais même pas, pour une logique finalement de payer qu'un tiers ou un quart de ton abonnement, c'en est une autre. Et donc il est logique quand même qu'ils luttent contre ces phénomènes-là, qui sont une sorte de marchandisation, enfin en tout cas de perte de valeur, hein, qui Détournement, n'est ouais, quand de la même pas valeur, effectivement. détournement de la valeur, voilà, qui n'est quand même pas normal. Euh, donc bon, c'est aussi le sens de l'histoire. On sait très bien qu'on ouvre les vannes. D'ailleurs, c'est un parallèle tout à fait aussi avec le paywall des médias. Les paywalls ont été très contournables au début, très poreux, et ils le sont de moins en moins, et ça sert les vannes un petit peu partout. Donc c'est aussi, je pense, une logique de maturité. Et que quand la maturité arrive, tu refermes. Après, il faudra trouver la bonne manière de le faire pour pas C'est ça. paraître, un peu le gendarme ou, et cetera, qui est un peu, voilà, qui boude quelque part et qui donc, tape un peu sur les doigts. Il faudra qu'ils trouvent le bon marketing pour le faire, ou rajouter quelques critères peut-être sur les adresses, physiques comme le fait un Spotify par exemple, où il y a quelques étapes de validation. Sur le Oui, modèle c'est gratuit. ça, effectivement. Oui, il faut et toute la question, va être de la manière dont ils vont le faire et la progressivité avec laquelle ils vont le Mmh, faire. Si je pense que s'ils y vont trop fort d'un coup, ils risquent de faire pire que bien. Tu as raison. ouais. Ouais, sur le modèle gratuit, bon, non, tu avais dit effectivement, c'est à tester effectivement. Et sur le modèle gratuit, bah, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que là encore, c'est la crise économique et d'ailleurs, c'est leur justification. Et Netflix est mondial et donc la crise économique en France, c'est une chose. La crise économique en Amérique du Sud, qui était un pays en forte croissance pour Netflix, ou dans les pays de l'Est qui sont ravagés par la guerre, c'en est une autre. Et que forcément, sur ces marchés-là, s'ils veulent arriver à croître en reach, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de proposer des offres payantes avec publicité, parce que sinon ces marchés-là vont se refermer complètement pour eux en termes de monétisation, tout simplement parce que les gens en seront à des achats de première nécessité et pas du Ouais, tout à des abonnements Netflix. effectivement. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien le côté, gratuit. C'est une manière quand même que de donner accès à de la culture, en tout cas du divertissement, et cetera. Et puis après, il faut quand même le rappeler que, comme tu l'as dit, hein, ils ont eu une croissance phénoménale, mondiale. Tu peux pas avoir de la croissance, permanente sur ces trucs-là. Alors bon, il y a,
stagner ou baisser la croissance et perdre des abonnés. Mais voilà, il faut aussi que les investisseurs, à un moment donné, comprennent que un utilisateur peut aller, venir, etc., et que tu pourras pas faire des plus 15, plus 20% de croissance en permanence, quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a quand même un Non, pas bassin sur une fini, quoi. industrie mature. Non, exactement. Ce qui est quand même plutôt le cas maintenant pour un Netflix. Voilà, donc bon courage à Netflix, à suivre. Voilà, période un petit peu trouble euh, pour eux. En bref, je voulais quand même, voilà, il y a quelques news que je voulais évoquer, une que tu avais trouvée, Virginie. Donc Altis qui vend 01net à Keleops. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Keleops, c'est une boîte suisse, un groupe média qui avait notamment racheté Presse Citron. Ils ont un site un peu aussi un peu tech qui s'appelle iPhone, je crois. Voilà, c'est un peu ça continue de chez Altis. De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas jamais eu un grand intérêt pour ces titres-là chez Altis, hein, de mémoire. Non, ça avait été racheté à l'origine donc par Alain Veil à l'époque et qui voulait étendre en fait son groupe média aussi à la presse techno et informatique et digitale. Et effectivement, je pense quand même changement de stratégie avec le rachat d'Altis, peut-être sans doute trop petit pour eux, Ouais, plus les mêmes enjeux stratégiques. Effectivement, ils ne se sont jamais tellement intéressés. Et là, donc, c'est le dernier site qu'ils avaient en portefeuille. Je pense qu'ils ont vendu sans doute pas très cher puisqu'ils avaient désinvesti complètement dans ce site depuis longtemps. C'est vrai que ouais, moi, c'est une ça, petite alors, rédaction. ouais, peut-être que finalement, c'est un peu passé inaperçu. Moi, ça m'a fait un petit coup quand même parce que c'est vrai que ce site 01net, ça me rappelle aussi mes débuts, les débuts du digital. C'est un site que, c'est vrai, moi aussi d'ailleurs, je consulte beaucoup moins, mais que j'ai beaucoup lu il y a pas mal d'années. Et donc j'espère hein, que finalement ce rachat sera pour le mieux. Je pense que quand même Presse Citron, on les voit aussi moins hein, depuis que ça a été revendu par Keleops, à Keleops. Mais c'est Ouais. un site qui n'a pas disparu et qui produit aussi toujours des articles. Et donc je souhaite le plus beau des avenirs à 01net. Ouais, pareil, c'est un titre un peu mythique. Effectivement, vaut mieux être chez un éditeur, enfin en tout cas un groupe voilà, qui veut Qui y mettre un s'intéresse à petit peu toi. Mm. qui s'intéresse à toi exactement. Et puis si c'est plus la stratégie d'Altis, ils ont raison de le vendre plutôt que de le faire disparaître. Autre rachat, alors annoncé, pas confirmé, mais j'ai vu ça sur LinkedIn. Jérémy Parola qui annonçait qu'ils avaient fait une offre sur le groupe Psychologie. Donc voilà, ils avaient annoncé en début d'année que ce serait une année encore d'acquisition. Je crois que voilà, entre eux, le groupe Figaro, c'est les deux gros encore qui sont en phase euh, d'acquisition. Donc ça continue eux d'achat. Je sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Évidemment, c'est intéressant parce que Reworld, dès qu'il y a une acquisition, ils sont toujours très scrutés par rapport à leur vision de journaliste, etc. Généralement, ils réussissent assez bien la monétisation. Euh, le rachat de Mondadori les a mis sous les feux des projecteurs parce que là, ils touchaient vraiment à des titres dont Science et Vie, etc., qui, avec beaucoup de journalistes, où ça avait été un peu la levée de bouclier. Psychologie, ça risque d'être le cas. Voilà, ça les empêche pas d'avoir de belles ambitions. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Bah, écoute, Psychologie, c'est un titre qui a été beaucoup bousculé, hein, avec plusieurs rachats. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, que Arnaud de Saint-Simon avait pris pas mal de recul, je crois, mais qu'il avait disparu complètement hein, de Ouais, c'était l'action de vendu à un consortium Psychologie. d'actionnaires Ah, belges, c'est ça. notamment. Du coup, bon, c'est vrai que c'est un titre dont on parle beaucoup moins. Je pense en kiosque, les ventes ont dû quand même beaucoup baisser. En digital, ils ont beaucoup disparu. Hein. D'ailleurs, on les aurait attendus beaucoup en audience pendant la pandémie, puis ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, pour moi, ça fait partie. C'est pile les cibles de Reward en fait. C'est une vieille gloire des médias, un titre qui a encore une belle marque et qui est encore une lumière la tête des gens, mais dont l'audience et la monétisation est en berne. Et donc, il les récupère pour justement booster ces deux aspects. Effectivement, Ouais. ensuite, comme tu le disais,
le modèle de Reward, qui est un modèle très publicitaire, ça pose aussi des questions sur leur capacité derrière à relever, peut-être plus que maintenir même, la qualité éditoriale pour refaire de Psycho le titre phare éditorialement parlant qu'il était. On verra. Qu'il était. Ouais, c'est ça, c'est un beau challenge. En tout cas, tu vois, c'est vrai que sur le papier, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils puissent réussir dans le point de vue business, parce qu'ils ont les Ah non, recettes, sur le ils ont ce business, on n'a pas de doute. savoir-faire, ils auront le contenu. Voilà, le challenge ce sera effectivement de respecter la marque et le savoir-faire sur des sujets de santé mentale, etc., qui sont quand même des sujets sociétaux importants. À suivre, comme je le disais, ils ont annoncé une offre. Je pense qu'ils sont un peu en exclusivité là-dessus, mais c'est pas encore fait. Mais voilà, ça avait été annoncé. Puis petit rachat dans le monde des médias aussi. Alors là, c'est au niveau américain. Elon Musk qui rachète Twitter. Je dis voilà, c'était plutôt Petite annonce. petite annonce. Voilà, c'est tombé hier soir. 44 milliards de dollars après une petite saga qui a duré 15 jours, 3 semaines entre son arrivée au capital de 9%, son arrivée, puis refus d'être au board, son offre qui est refusée, puis qui passe. C'est officiel, il rachète Twitter. Alors, quelques grandes conséquences à venir à court terme. Hein, déjà, donc l'entreprise va devenir privée, sort de la bourse. Et puis des enjeux. On le sait, Elon Musk, voilà, c'est un libertarien. Il est sur la liberté de parole. On peut dire ce qu'on veut. Est-ce que voilà, dans les grands sujets qui vont peut-être venir, c'est la mise en open source des algorithmes, évidemment sur le free speech, le retour de Trump, même s'il a dit qu'il ne reviendrait pas à ce qui va revenir, la guerre contre les bots, et puis peut-être un peu un renouveau de la plateforme, parce qu'un truc qui était un peu cruel, c'était que genre dans le top 10 des plus suivis, t'en as même pas la moitié qui tweetent régulièrement. Donc lui, il avait quand même le sentiment que la plateforme était en train de mourir. Est-ce que ça te fait peur, hein, ce rachat? Est-ce que l'homme le plus riche du monde qui rachète le réseau social sur la news d'influence politique numéro 1 au monde, c'est dangereux, tu le salues. Toi, tu es une grosse utilisatrice historique un peu de Twitter, hein, je crois. En tout cas, c'est un réseau sur lequel tu es pas mal. Oui, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais effectivement, j'ai été une utilisatrice, très, très compulsive pendant de nombreuses années, ouais. Et je sais pas, 10 ou 15 tweets par jour pendant longtemps, ouais. Beaucoup trop d'ailleurs. Écoute, moi je suis pas une muscolâtre, hein. C'est quelqu'un que voilà, j'admire pour sa capacité d'innovation et sa vision parfois, mais avec laquelle je suis pas forcément toujours en accord. Là, en l'occurrence, je dois avouer que ce rachat m'inquiète, parce que Twitter, comme d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, et tous les réseaux sociaux, euh, sont toujours sur cette ligne de crête entre la liberté d'expression et le respect de la réalité des faits. Et la lutte contre le racisme, la haine en ligne et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc je ne pense pas que cette ligne de crête soit totalement maintenue avec un libertarien comme Musk à la tête. Je pense que ça va être la libération complète, et la liberté d'expression, elle a un cadre qui est celui justement du respect de l'autre, de la non-incitation à la haine et autres. Et je ne pense pas que ces limites restent longtemps en place avec Musk à la tête. Mais j'espère me tromper. On J'espère. évoquait Ouais. en amont peut-être le retour de Trump, dont tu me disais que pourquoi pas un retour de Trump et un débannissement de beaucoup de personnalités. Bon, tout ça pourrait être inquiétant, aurait aussi un impact sur la prochaine élection présidentielle, même si d'ailleurs américaine, même si d'ailleurs le fait qu'il soit banni a lui aussi un impact sur la prochaine élection présidentielle, en tout cas s'il se présente. Bon, on verra sur pièce, mais c'est vrai que là, comme ça, je dois avouer que je n'accueille pas forcément ça comme une excellente nouvelle. Écoute, je partage aussi ton avis. Je dois le dire, autant sur Musk, il a une vision, une grinta sur le business, que là, ses côtés, je ne veux pas dire pro-Trump, mais il y a quand même une espèce de rapprochement, etc. Et tu l'as dit, il ne faudrait pas que ça devienne wild. Et en même temps, le sujet est hyper intéressant parce que qui modère, qui a tu vois, il y a effectivement, moi, il y a des choses qui sont légales, hein, tu l'appelles l'appel à la haine, l'homophobie, etc. C'est un cadre, mais en même temps, la liberté d'expression, bah, en tout cas,
voilà, je suis pas en train de dire qu'il le faut, qu'il en faut plus, et cetera, mais qui fixe les règles, et cetera. Ça va être intéressant de le suivre. Donc là, c'est Oui, officiel, on va bah, voir dans les ça semaines veut qui dire viennent. que les États vont devoir de plus en plus s'impliquer. C'est vrai, tu as raison, on a laissé des responsabilités sociales et sociétales beaucoup trop importantes à ces plateformes. Ouais, En fait, je pense que les États se sont retrouvés pris au piège par une vitesse qu'ils ne maîtrisent d'expansion pas, qui est ouais, bien qu'ils peuvent pas, bien sûr. supérieure, voilà, alors eux, leur capacité de réaction. Mais c'est vrai que finalement, on aurait besoin d'une organisation un peu mondiale, des règles en la matière. Alors mondial, ça m'étonnerait qu'on y arrive. On n'arrive déjà pas avec l'ONU, l'OTAN et toutes ces choses-là qui sont très compliquées. Mais en tout cas, je pense qu'on est finalement dans des dimensions qui sont un peu similaires. Ouais, Et qu'à un moment, les États vont devoir prendre position et ne plus laisser les plateformes elles-mêmes définir quelles sont leurs règles de bienséance. Parce que sinon, bien quand un de ces réseaux sociaux a à sa tête quelqu'un qui décide d'ouvrir toutes les vannes en grand, on va se retrouver avec des impacts sur nos démocraties qui seront réels. Et ouais, qui sont déjà exact. réels d'ailleurs. Qui le sont déjà, exactement. Donc, à suivre ce rachat, ce que va être Twitter. Forcément, on aura l'occasion d'en reparler à ce micro. On reste sur les réseaux sociaux américains, mais sur leur usage en France. Snapchat, toujours dans la place. Un article, alors que j'ai vu sur l'Alsace, mais qui est sorti, qui dit donc que Snapchat est l'application mobile la plus visitée chez les 15-49 ans en France. Donc selon des données médiamétrie, donc des données officielles. C'est intéressant, c'est toi qui voulais en parler parce que c'est vrai que souvent Snapchat, on n'en parle pas ou assez peu. On parle beaucoup évidemment de TikTok. C'est TikTok un peu à toutes les sauces dans les médias. Tout le monde doit essayer, veut essayer, veut faire quelque chose sur TikTok. Or, bah non, c'est bien Snapchat qui est numéro un, même devant Instagram. Mais oui, moi enfin, souvent j'ai vu ça dans les médias. Quand c'est sorti, c'était tellement différent, ça demandait beaucoup d'investissement. Donc ils ont mis ça de côté en attendant de voir ce que ça allait donner. Et puis ensuite TikTok est arrivé et en fait ce qui s'est passé, c'est que ça a été vite sous le regard des journalistes. Pourquoi? Parce que tous les infirmières, les médecins l'ont utilisé à leur période de pause pour lâcher un peu la pression. Et donc forcément, sur tous les sujets pandémie, les journalistes étaient on regardait toutes les sources. Ils ont découvert TikTok comme ça, ils en ont pris les usages et du coup maintenant ils développent enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, puisque ce genre de choses ça vient toujours des journalistes et pas des équipes produits ou techniques. Ouais, Ils en ont pris les codes et ils ont tous envie d'y aller et ils vont tous d'ailleurs développer des chaînes et de la visibilité et des contenus sur TikTok. Et du coup, Snapchat est passé complètement à côté. Alors que finalement, quand on a adopté le code de la story, de l'immédiateté, etc., finalement, c'est pas si compliqué d'être sur les deux plateformes. Alors évidemment, elles sont différentes, hein, surtout que j'ai une amie qui est spécialiste Snapchat, je pense qu'elle hurlerait si elle m'entendait dire ça, mais malgré tout quand même, si on vulgarise un tout petit peu, tout de même, on n'est pas si éloigné. Et donc, en fait, ils pourraient tout à fait aujourd'hui réfléchir à déploiement des stratégies sur les deux plateformes en même temps, et ils ne le font pas parce que pour eux, en gros, Snapchat c'est déjà mort et tout le monde est sur TikTok. Et c'est une erreur en fait, parce qu'ils voient ça avec un espèce de prisme déformant. Et donc voilà, c'est finalement un peu sous le radar, alors que les audiences sont très importantes. Et encore plus que leurs audiences importantes, moi, ce qui m'interroge, c'est que leur croissance, elle est portée essentiellement par les 35 ans et plus. Donc, ouais. alors oui, ça veut dire qu'effectivement, c'est un réseau qui commence à devenir mature et qui s'ouvre, hein, comme ça a été le cas pour Twitter, comme ça a été le cas pour Facebook, hein, qui au départ était un réseau d'ados et qui est devenu aujourd'hui un peu le réseau des grands-parents, hein, quand même, il faut le dire. Donc, ils sont encore là pour durer, parce que sinon ils ne s'étendraient pas chez les plus de 35 ans. Et donc, je pense qu'il est urgent en tout cas quand on est un média, de s'ouvrir à cette question, d'y penser et de voir ce que l'on peut y faire. Ça me semble dommage de laisser, de désinvestir en tant que média. C'est même vraiment une responsabilité d'information auprès des jeunes et de développement de la culture du média, de l'information, du fact-checking auprès des jeunes, d'investir cette plateforme. Quand on en parlait en préparation, hein, je te disais que pour moi c'était comme Pinterest, qui a jamais Ouais. été tellement investi par les médias et d'ailleurs par les marques, si ce n'est les marques qui font de la mode et de la Bricolage ou beauté de la mode, des ou choses du très bricolage, très voilà. ouais.
Et Pinterest, bah, c'est pareil, ils sont là, leur croissance elle est effectivement plus modeste, mais elle est continue. C'est pas du tout une plateforme has-been et pour autant, elle est complètement en dehors des radars. Donc voilà, je pense qu'en termes de stratégie marketing et de stratégie de contenu, bah, il y a encore finalement un peu des terrains incognita. Eh ben, écoute, c'est ce qui est plutôt bien, donc à tester, pour les médias et puis surtout, en fait, il y a pas un usage exclusif d'une plateforme, pour une autre, chez les 15-49 ans. En l'occurrence, on voit souvent Non. des gens qui ont et TikTok et Instagram et Snap, qui ont des réseaux comme nous on a, LinkedIn, Facebook, Instagram, et cetera. Donc, en fait, voilà, c'est pas l'un ou l'autre et il y a des belles choses à faire et donc, Snapchat, numéro un chez les 15-49 ans et pour le chiffre qui l'illustre, 25 millions d'utilisateurs mensuels en janvier 2022, Waouh. près de 30% de plus qu'en 2020. Donc c'est quand même énorme et effectivement, ce serait dommage pour qu'un média s'en détourne, surtout que tu le dis, plateforme plus mature, donc sur la monétisation, plus d'outils versus un TikTok où c'est quand même, voilà, on peut faire des belles audiences, mais la monétisation n'y est pas encore. Et oui, Hem, En logique. parlant de monétisation, le dernier sujet conclure cette pastille actu, c'est est-ce qu'il y a un ralentissement de la tech? Alors c'est un peu la saison des rapports financiers et cetera, mais donc il y avait un graphe, que je vais vous décrire rapidement qui montre le cours des actions des 5 plus grandes sociétés techno publicitaires, qui sont cotées en bourse. Donc on a, Double Verify, Pubmatic, Trade Desk, Criteo et Taboola. Toutes ont chuté d'au moins 28 pour certaines à plus de 42 depuis le début de l'année 2022. Donc c'est plusieurs millions de dollars de valeur perdue pour chaque. Voilà, donc je trouvais ça intéressant quand même cette tendance parce qu'on a dit récemment que la pub allait bien, que c'était le retour, que les niveaux avaient été retrouvés de pub, après, la crise sanitaire, 2020, et cetera. Alors c'est vrai qu'on a eu une très bonne année 2021, mais on sent une espèce de pessimisme, macroéconomique avec la guerre en Ukraine, la gue la les, hem l'énergie qui coûte cher, des manques sur certaines matières premières et cetera qui sont, dures, sur l'approvisionnement. Le contexte réglementaire aussi. Est-ce que tu sens, toi, une inquiétude sur le marché de la pub? Est-ce que tu sens un peu cette baisse? Alors, bon, la pub, c'est quand même moins mon domaine que d'autres choses, donc je vais quand même rester mesurée dans ce que dans ce que je peux dire, mais en tout cas à mon niveau. Mais moi, ce que je vois surtout quand même, c'est les impacts de la privacy, du Mmh. RGPD d'une part, mais de la fermeture de plus en plus importante d'un Apple ou d'un Google, aux données tiers. La période de l'open bar de Criteo, où ils ont éclaté le marché parce que leur techno était extraordinaire et qu'ils pouvaient prendre et manipuler toutes les données qu'ils voulaient, elle est quand même derrière nous. Et je pense que les annonceurs n'en ont pas fait le deuil de ça. Et donc aujourd'hui, tous les spécialistes de la pub disent qu'en gros, une audience qui n'est pas ciblée avec de la data ne vaut rien. Mmh. Et parce que les annonceurs n'en ont pas du tout fait leur deuil. Et donc c'est pour ça que toutes ces sociétés qui étaient très cotées justement par leur capacité de ciblage extrême, bah forcément on voit bien que ce ciblage, alors il va sans doute pas disparaître, mais il sera de plus en plus Non, compliqué. non. Et donc forcément, en termes d'investissement, leurs perspectives d'une grosse rentabilité pour les investisseurs, bon, bah, elles sont beaucoup moins bonnes qu'avant. Donc est-ce que pour autant leurs revenus, eux, sont tellement en baisse? Là, pour le coup, je ne le sais pas parce que ça, j'ai pas regardé de près. Non, c'est pas le cas. Mais C'est vraiment voilà, c'est c'est vraiment ça. la bourse, c'est un peu une tendance macro, un peu un pessimisme, mais dans la réalité, les chiffres sont bons et puis ces boîtes-là sont déjà en train de s'adapter au contexte réglementaire. Mais comme tu l'as dit, Mais je pense pour qu'il y a toujours un l'instant, c'est pas retard de la fini. non, c'est ça, c'est pas fini. Il y a que tout le temps qu'il y a un peu de flou, je pense qu'il y a une sanction un peu sévère des actions en bourse des investisseurs. Tu l'as dit, voilà, les annonceurs sont un peu frileux, voilà. Moi, je suis pas très inquiet, mais c'était quand même assez significatif de voir ces 5, plateformes baisser. Il y a des enjeux sur la publicité. C'est effectivement, là, ça change, il y Mais a du c'est ça, privacy. ça peut remonter, mais il y a finalement une inconnue et je pense que c'est pour ça que les marchés sont frileux. C'est est-ce que finalement la régulation va rattraper, Facebook, et Google, qui aujourd'hui sont le duopole qui règne sur la publicité mondiale? Est-ce qu'eux Ouais. aussi, on va arriver à les mettre au pas et à les faire eux aussi rentrer dans les mêmes règles que tout le monde et en particulier là, je pense surtout au RGPD, parce que qu'ils ne l'appliquent pas aujourd'hui, soyons clairs. Eux peuvent toujours proposer du ciblage. Alors Facebook est bien embêté parce que Apple maintenant les empêche de
cibler comme ils le voulaient les utilisateurs Apple. Et d'ailleurs, leurs revenus et leurs cours en a pris aussi un petit coup. On pense que Google pourrait faire la même chose et donc Facebook pourrait lui aussi se retrouver en difficulté. Mais ça sera au bénéfice d'un Apple et surtout d'un Google d'ailleurs en réalité, hein, tout ça. Donc, Ouais. je pense que c'est aussi pour ça, cette frilosité des investisseurs. Est-ce que finalement, Google va pas tout ramasser et être, à terme, le seul à monétiser la pub? Et ça va dépendre beaucoup des enjeux réglementaires et de la capacité des gouvernements à obtenir de Google qu'ils rentrent dans le rang. Et je pense que tout le monde attend aussi un petit peu de voir ce que ça va donner. Et si ça devenait le cas, je pense que les actions de ces sociétés technologiques remonteraient parce que derrière, il y a quand même, une ingénierie qui est assez impressionnante, voire même Ouais, extrêmement et qui est là, impressionnante. voilà, mais donc tout ça, tu vois, fait forcément un peu de fébrilité, qui fait que ces actions-là sont sanctionnées. Donc, à suivre, ça conclut cette pastille actu. Virginie, merci. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Eh ben, écoute, c'était top, c'était riche, c'était dense, mais voilà, il se passe pas mal de trucs quand même sur la planète média. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bonne écoute et à bientôt. Merci, salut Virginie. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.